vois le moment où tu regardes ton compte en banque à la fin du mois, tu te dis: «OK, là, on a fait un bon mois, mais est-ce que je vais réussir à le refaire?» Et à l'inverse, parfois, tu te dis: là, c'est un mois creux. Est-ce que, c'est juste un coup de pas de chance? Ou est-ce que, c'est, mon business qui est en train de se casser la figure?» Bah, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des montagnes russes de revenus. Pas forcément dans le mode, il faut mieux gérer et cetera, mais plutôt comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là. Qu'est-ce qui est structurel dans ton modèle? Qu'est-ce qui est psychologique? Qu'est-ce qui est contextuel? Et surtout, comment est-ce que tu peux retrouver de la clarté sans te raconter des histoires ni te juger? C'est important. Pour ça, j'ai invité Christelle Mossack. Elle travaille sur ce qu'elle appelle l'intelligence financière ou le leadership financier. Donc c'est pas du conseil, c'est pas une injonction à toujours gagner plus. Tu sais qu'ici sur Work in Process, on n'aime pas ça. C'est plutôt une façon de reprendre les rênes quand la situation est un peu compliquée à vivre. Donc tu vas voir comment distinguer un simple mois creux d'un vrai signal d'alerte sur lequel il faut agir. Pourquoi ton business peut fluctuer même si toi tu as l'impression de tout faire comme il faut, et surtout comment ton cerveau et parfois ton histoire personnelle peuvent amplifier cet effet yo-yo. Si tu vis ça en ce moment, ou si tu as envie d'arrêter de piloter ton business au stress, tu es exactement au bon endroit. Petit aparté, avant qu'on démarre, j'ai lancé une newsletter sur Substack. Elle est toute neuve et je l'ai pensée comme une sorte de prolongement du podcast, mais en petit comité et plus actionnable. Donc en clair, quand tu as un épisode qui te fait réfléchir, te remue, te donne envie de passer à l'action, la newsletter, elle t'aide à aller un cran plus loin, à mettre parfois des mots ou des réflexions sur ce que tu vis, à transformer surtout tout ça en décision et en plan d'action. Le but, encore une fois, tu le sais, c'est pas de t'ajouter une to-do list en plus. Donc, je te mets le lien en description de cet épisode, tu peux t'abonner, tu recevras les prochaines éditions, et surtout, tu auras tout ce que j'ai pas le temps de dire à l'oral dans un épisode de podcast. Allez, je te laisse avec Christelle. Bon. Alors, dis-moi Christelle, quand tu parles de montagnes russes de revenus, c'est quoi la scène que tu vois tout de suite à l'instant? Bah, écoute, je vois les montagnes russes dans un parc d'attractions. En fait, ce qui est venu au départ, cette expression, elle n'est pas venue tout de suite. La première expression, pour être vraiment, transparente avec toi, ça a été donné par une, entrepreneur que j'avais interviewée dans la préparation de mon livre, et elle m'avait dit: «Ah franchement Christelle, le plus compliqué à vivre, c'est cet effet yo-yo financier», et ça m'a vraiment interloquée, et je me suis dit: «Ah mais c'est vraiment cet angle que j'ai envie de prendre», parce que sincèrement, je pense qu'il y a aucune entrepreneur qui peut me dire: «Non, non, tout est lisse chez moi au niveau de mon activité, chiffre d'affaires qui qu'on voit sur des années». Hem et c'est vrai que ça m'avait beaucoup interloquée cette expression, et après avoir sollicité ma communauté pour leur demander, ce qu'ils en pensaient, l'effet yo-yo revenait plus sur le côté, alimentation et émotionnel. Et l'effet montagne russe financière est venu du coup dans un second temps parce que ça parlait à beaucoup plus de personnes. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, très aléa en fait, variation. Ok. C'est un sujet qui te touche personnellement? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a pas un mois, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, je dévoile mes chiffres notamment sur l'année 2023, où je montre avec un graphique à l'appui que ça varie, et c'est normal, et ce que j'avais envie de partager, c'est que justement on pense, on s'attend, même inconsciemment, à reproduire ce qu'on a pu vivre du temps du salariat, c'est-à-dire vraiment d'avoir une échelle de temps et avec une rémunération stable. Même si on sait quelque part que ça ne va pas l'être, mais on l'a quand même bien ancré en nous, ce modèle-là salarial, et c'est OK d'avoir ces variations. C'est normal que d'un mois à un autre, ça change, et que ça peut même se poursuivre sur plusieurs mois. Ouais, bien sûr que je le vis. Super. On reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode sur les causes justement de ces montagnes russes. Moi, quand je pense instabilité financière, au début, je pensais que c'était un souci de discipline, un manque de discipline.
Avec les années d'expérience, je m'aperçois que c'est beaucoup plus complexe, que ça. Je pense que tu partageras mon avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on se raconte, de faux sur l'argent dans l'entrepreneuriat? Beaucoup de choses, en fait. Je pense qu'on se dit, alors déjà, ce que j'avais vite compris, c'est que ce qu'on a pu avoir comme problématique, comme croyance financière du temps du salariat, si on ne l'a pas géré, le temps du sa de l'entrepreneuriat, ça vient nous exploser en pleine figure. Je parle notamment de cette fameuse peur de manquer d'argent. Quand on est salarié, bon, on le perçoit pas forcément, ou en tout cas pas forcément tout le temps, parce que de toute façon, on a toujours en fin de mois ce salaire qui nous revient. Donc ça apaise en fait cette peur de manquer. Mais quand on devient entrepreneur, bah, forcément là, ça vient nous chercher et ça vient nous chercher puissance 10 000. Mmh. Si on a pris l'habitude de le cacher sous le tapis, forcément là, on le vit. On le vit surtout quand on est lancé pleinement. Moi, je l'ai vraiment vécu au moment où je n'ai plus perçu mes allocations chômage. Parce que ça aussi, c'est une période un petit peu entre 2 où on est entrepreneur, mais on a quelque part encore, hein, cet effet, encore salarié parce qu'on continue à toucher, cette régularité, hein, ces allocations. Mais dès lors qu'on n'a plus rien et qu'on n'a pas forcément encore un business, model bien, tu vois, bien défini, bah, là, effectivement, ça vient nous chercher. Donc je pense que c'est cette peur de manquer qu'on n'a pas forcément pris le temps de gérer et qu'il va falloir bosser, en fait, durant, tout le parcours entrepreneurial. Soit on subit, soit on se dit que, pendant le parcours entrepreneurial, on cherche à «guérir» entre guillemets, hem, notre rapport à l'argent ou en tout cas de faire en sorte que notre rapport à l'argent devienne beaucoup plus apaisé. Moi, je te livre une anecdote un petit peu perso. Donc ça fait 6 ans que je suis à mon compte aujourd'hui. Au début où je me suis lancée, pour moi, l'argent, c'était même pas un sujet parce que, comme tu le disais, j'avais l'illusion que j'allais avoir, la même somme qui allait tomber, tous les mois. Je me suis rapidement aperçue que ça allait pas être le cas, hein. Heu, pas si j'allais pas chercher des clients en tout cas. Et ce qui est venu me travailler au-delà de la peur de manquer, c'est, à un moment donné quand mon activité s'est développée, j'ai fait des gros mois de chiffre d'affaires, qui pour moi me semblaient impensables, hormis sur les réseaux sociaux. Et à un moment je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire de cet argent?» Il y a peut-être la peur du trop aussi parfois, selon les cas. Aussi, effectivement, ça vient nous chercher sur est-ce que je suis légitime à recevoir cette somme d'argent? Heu, Est-ce que je vais être capable, de le gérer? Est-ce que je vais être capable de le reproduire aussi? Donc en fait, on a tout ça qui vient effectivement nous chercher. Je te rejoins. Je l'ai vécu ces mois, où d'un coup ça c'est des gros chiffres d'affaires. C'est une bonne nouvelle. En fait, on aimerait bien se dire, ça se reproduit très fréquemment, mais sur le coup, je te rejoins, ça vient vraiment nous chercher. Mmh. Pour moi, il y a aussi une distinction qui est importante à faire, dans cet épisode. C'est, les moments un petit peu mauvaise passe qu'on peut tous traverser, les mois creux, les mois où, bah, il y a moins de chiffre d'affaires qui rentre tout simplement. Et puis, il y a le système qu'on a construit, pour notre business qui est instable. Toi, je sais pas si tu fais cette distinction-là, mais si tu devais nous donner 2 signaux d'alerte qui montrent qu'on n'est pas juste dans le côté mauvaise passe, mais plutôt dans quelque chose de vraiment, instable à aller, travailler, ça serait quoi? Déjà, effectivement, si on sent qu'on est dans cette phase de vide qui s'éternise, en fait. Enfin, pour moi, ça n'est pas préoccupant si ça dure, tu vois? Quelques mois, après ça peut être évidemment variable d'une personne à une autre, mais si là, on sent que ça commence à s'éterniser, si on sent que petit à petit, au niveau de nos indicateurs financiers, on voit que notre trésorerie est en train de fondre et qu'on a de moins en moins bah, d'avance quelque part, là, pour moi, c'est déjà un vrai signal. Puis le 2e signal, c'est, bah, commencer à en perdre le sommeil, en fait. Commencer à se réveiller en pleine nuit et à se dire: «Comment je vais arriver à à gérer la suite? Est-ce que je dois reprendre un poste est-ce que je dois retourner dans le salariat?» Ça, c'est si ça vient nous chercher, c'est normal
que de temps en temps, ce type de réflexion, d'interrogation viennent, nous chercher. Mais si là, ça commence vraiment même à nous chercher en pleine nuit et petit à petit aussi manquer de motivation, manquer d'énergie dans notre activité, là, pour moi, c'est aussi des signaux, vraiment importants à prendre en compte. OK, donc si ça impacte notre santé, émotionnelle, physique, psychique et quand on voit effectivement que la trésorerie, elles font comme un Twix au soleil, effectivement, à un moment donné, c'est que si la situation perdure, en tout cas, c'est qu'il faut aller regarder, du côté de ces chiffres, du côté des actions. Et justement, moi, je voulais qu'on parle un petit peu des causes structurelles derrière tout ça, puisqu'il y a évidemment une notion business model. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui, selon toi, dans un business model, va automatiquement ou mécaniquement plutôt, créer des montagnes russes de revenus? Il y a plein de causes, mais déjà, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il y a des activités qui vont forcément induire encore plus de variations. Je pense à des activités, saisonniers, par exemple, hein. On oublie Mmh. souvent qu'il y a pas que les coachs, hein, d'une façon générale dans l'entrepreneuriat. On a aussi beaucoup d'indépendants qui travaillent sur des activités, bah, voilà, l'été ou que l'hiver, donc il y a déjà cet aspect-là. Contexte macroéconomique aussi. On peut vivre des situations, bah, comme on le vit actuellement aussi, hein, assez anxiogènes, avec, bah, la guerre, avec, une baisse du pouvoir d'achat, qui, du coup, nous impacte nous aussi en tant qu'entrepreneurs, si ça impacte nos clients. Des changements majeurs aussi qui viennent un petit peu redistribuer les cartes, je pense notamment à l'IA, heu voilà, et qui peuvent effectivement nous voilà, nous en tout cas, on peut se sentir menacé sur notre activité. Des aléas personnels aussi, ça j'en parle souvent, notamment alors moi, comme j'accompagne souvent des personnes, des femmes qui sont dans une nouvelle transition, dans un changement de vie, souvent post-burn-out, et souvent, lié à une séparation, à un divorce. Voilà, là, c'est compliqué. Là, je pense notamment à une amie qui est entrepreneur depuis, plusieurs années et qui est en train de vivre justement une période de divorce. Bah, là, c'est compliqué de continuer à tenir la barre de son activité, de son business, même si évidemment, on y croit, mais on n'a pas assez d'espace mental, pas assez de temps, pas assez d'énergie pour tout gérer de front, en fait, hein. Surtout en plus quand on commence à devenir maman solo et qu'on a encore plus du coup de responsabilités financières sur les épaules et avec cette crainte aussi de pas avoir, de «toit» entre guillemets sur la tête. Donc là, c'est des périodes de vie qui viennent nous secouer et c'est évident que, ben, l'effet montagne russe, ça va être encore plus on le vit encore, de façon encore plus importante ou en tout cas accepter que pendant quelques mois, peut-être même un peu plus longtemps, le chiffre d'affaires, n'évolue pas autant qu'on le souhaiterait, peut-être même, soit à 0. Je pense qu'il y a aussi le côté, cycle humain, on n'en parle pas assez, mais c'est pour ça que moi ce livre aussi je l'ai destiné à des femmes. Tout ce côté, tu sais, variabilité des cycles humains, nos cycles, voilà, naturels. On va vivre aussi des moments, voilà, dans notre mois qui sont plus fatigants. Donc forcément, enfin, si on voit ça, c'est évident que ça impacte quelque part si on a nous-mêmes une variation sur nos cycles, c'est quelque part aussi normal qu'il y ait une variation sur, bah, sur notre activité. Et puis après d'autres choses qui peuvent se greffer en tant que femme, bah, toutes les contraintes familiales qu'on peut avoir, à gérer les enfants, à être peut-être un peu plus mobilisée, sur certains moments. Moi, je suis en plein Parcoursup avec ma fille, donc forcément, ça nous amène à nous dégager un petit peu plus de temps. Heu voilà, il y a beaucoup en fait, tu vois, il y a beaucoup de causes qui font que ça vient forcément directement ou indirectement agir sur notre business et de facto sur, voilà, sur notre, chiffre d'affaires. Ouais. Moi, les autres éléments, complémentaires à ce que tu as dit, auxquels je pense, qui vont venir créer mécaniquement des montagnes russes, c'est, le choix du business model qu'on fait. Est-ce que c'est avec des lancements? Est-ce qu'il y a de la récurrence? Est-ce qu'on dépend de plateformes, de collectifs et cetera? Ça dépend, comme tu disais, de notre capacité de travail, de notre bande passante, tout f au final. Et quelque part, je trouve que c'est plutôt rassurant qu'il y ait autant de facteurs
qui peuvent venir jouer, peser dans la balance parce que, bon, c'est pas rassurant sur le fait qu'il y en a beaucoup qu'on maîtrise pas, mais il y en a quand même pas mal sur lesquels on peut agir et personnellement, moi, je préfère me dire: «Il y a plusieurs facteurs, je peux agir sur certains», plutôt que, la cause de l'instabilité de l'activité, c'est événement et je peux juste le subir. Donc je trouve que c'est déculpabilisant. Exactement, mais c'est ça en fait, ça c'est le but du jeu, c'est quelque part se dire que ces montagnes financières russes enfin, il y a beaucoup de causes en fait, et ça ne revient pas qu'à nous en fait. On n'en est pas forcément uniquement, les responsables et pour compléter ce que tu as dit effectivement, moi j'ai identifié 5 modèles en fait de schémas au niveau de nos on va dire il y a déjà le modèle en fait du chiffre d'affaires saisonnier, ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc là, forcément, ça varie en fonction de notre activité. Il y a aussi le modèle, chiffre d'affaires à lancement. Donc là, ce sont typiquement des entrepreneurs qui vont, ponctuer leur année avec, ben, des gros lancements, un lancement ou 2 lancements, des accompagnements de groupe par exemple, des lancements des sommets en ligne notamment. Le troisième schéma, c'est le schéma one shot dépendant. Donc là, c'est ce que j'ai qualifié moi-même. Ce sont des typiquement des entrepreneurs qui vont être sur un business très orienté sur un gros contrat. Tu vois? C'est, vraiment un gros client ou alors 2 ou 3 clients, mais là, on est vraiment sur le côté mono. Il y a aussi le schéma, promo à pic que je m'y retrouvais plutôt avant, maintenant plus du tout. C'est le côté, bah, je fais des promos type, tu sais, j'ai plus le nom, mais, ah! Pour Pendant le la Black Toussaint. Friday, par exemple, ce Merci. genre de choses. Je l'ai jamais fait le Black Friday, c'est pour ça que j'avais pas le le nom en tête, mais effectivement, voilà, se reposer sur des événements comme ça et se dire: «Bon, bah, voilà» ou alors c'est mon anniversaire, hop, je vais lancer des promos. Et puis le dernier modèle dans lequel alors là je me reconnais mais pleinement, c'est le schéma multifacette. Ça, c'est vraiment le côté, ben, j'ai plein d'offres, j'ai, plein de publics aussi, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'offres, en fait, encore une fois, parce que derrière, ça rejoint ce côté un peu multicentre d'intérêt, multipotentiel et donc ça s'inscrit enfin en tout cas ça impacte, ça se reflète dans notre chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant aussi de voir dans quel type de modèle on évolue, sachant qu'encore une fois, on peut se retrouver dans 2-3 modèles, voilà, c'est ce que je partage dans mon livre effectivement. OK et je repense à quelque chose que tu disais tout à l'heure, sur, le fait que quand on est entrepreneur, en tout cas au début, on fantasme un peu une sorte de croissance linéaire, de stabilité, de sécurité. Hem, on parlera de l'aspect psychologique après, mais qu'est-ce qui change selon toi quand justement on arrête d'être dans ce fantasme de croissance linéaire et que quelque part on vient repenser l'échelle du temps, sur laquelle on a nos résultats? Ouais, je s alors, j'ai 2 choses là qui me viennent en tête en t'écoutant. La première chose, ça a été, je me souviens que c'était une coach business à qui je parlais de la retraite des entrepreneurs et puis elle me disait: «Mais tu sais Christelle, en fait, pour une entrepreneure qui est, passionnée, engagée, elle pense même pas forcément à la retraite, en fait, parce qu'il y a pas forcément de tu sais, de limite dans le temps. En tout cas, on a été conditionnés pour avancer jusqu'à cette phase-là et après il y a plus rien et j'ai trouvé ça intéressant et même, soulageant de se dire: «OK, en fait, évidemment, c'est important de préparer cette phase de retraite financièrement, mais c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a pas une limite dans notre activité, on n'a pas un timing défini et qu'on peut s'inscrire, tu vois, sur un on va dire une échelle de temps beaucoup plus longue. Donc ça, c'est déjà là, je parle vraiment de, tu vois, de durée, de long terme finalement et de se dire on n'est pas forcément capé. Moi, pour moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup aidé de voir les choses sous cette, perspective. Hem, l'autre chose qui m'avait beaucoup aidée, c'est quand j'ai entendu parler du modèle des saisons de Hudson, de comprendre qu'effectivement la nature nous l'enseigne. On a ces variations, enfin, en tout cas toutes ces saisons entre l'hiver, le printemps, l'été et l'automne et de voir que ça s'inscrit de la même façon au niveau de notre activité. C'est-à-dire que printemps, là, on va être plutôt en train de semer des graines et de commencer et d'alimenter, de créer des offres.
L'été, ça sera plutôt sur la période de récolte. L'automne, on commence à ramasser un petit peu, bah, tous les fruits, tous les résultats de ce qu'on a pu, avoir et puis l'hiver, on se calme en fait et on se repose, on se ressource, on se recentre sur soi, on se forme peut-être davantage et je trouve que c'est intéressant aussi de voir notre propre activité, notre évolution, avec cette grille-là en fait, parce que ça et pas forcément calqué évidemment à la avec la réalité de nos saisons que l'on vit, mais juste se dire: «Bah, dans quelle saison je suis actuellement?» et c'est OK. Ça me fait aussi du bien de me dire: «Bah, peut-être que je suis dans une saison hivernale et j'ai besoin là de me replier en moi, de me replier dans ma grotte et c'est normal». Ouais. On a l'impression qu'il faut qu'on récolte tout le temps alors que, bah, pour pouvoir récolter, à un moment, il faut semer, il faut laisser le temps que ça pousse et bah, faut accepter de se reposer. On en parlait dans l'épisode, 154 d'ailleurs de Work in Process, justement de cette histoire de saisonnalité dans le business et tout. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs si vous l'avez pas encore fait. Mais moi, je trouve que c'est difficile à accepter de se dire il y a des moments où, bah, c'est l'hiver et l'hiver des fois ça peut durer, plus longtemps que ce qu'on imaginait. Mais, je trouve ça rassurant de se dire: «Bah, en fait, il y a pas qu'une seule saison». Il y a peut-être des saisons qui vont être, plus laborieuses à vivre que d'autres et ça dépend, bah, du rapport à l'argent qu'on a, on va en parler. Mais il y a d'autres saisons, bah, de récolte, des saisons un petit peu plus, animées en tout cas et je trouve que c'est bien d'avoir cette alternance de rythme, même au sein d'une seule et même année pour pouvoir, bah, se reposer, pour pouvoir profiter de ce qu'on vit pleinement parce que moi je pars du principe que quand on vit quelque chose, d'un point de vue professionnel, j'entends sur l'entrepreneuriat, ça nous apprend toujours quelque chose. Il y a toujours un apprentissage à en retirer ou, quelque chose à aller, lever de dessous le tapis comme tu disais un petit peu plus tôt dans l'épisode et parfois les temps de pause, ça peut aussi nous servir à ça nous sert à nous reposer, mais ça peut nous servir à travailler sur ces sujets de fond qui, bah, qui nous guident au quotidien en fait. Mmh. Et c'est jamais évident, hein, de se l'autoriser, de se le permettre sans culpabiliser justement et de se dire: «Non, c'est normal, c'est OK, tout va bien, laisse-toi ce temps-là». Parce qu'on a quelque part aussi une incertitude sur combien de temps ça va prendre. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait une très bonne transition pour, la partie psychologique autour de l'argent. Alors ça, on pourrait carrément faire, tout un podcast sur le sujet, mais je sais qu'il y a des biais cognitifs qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues au quotidien. Selon toi, c'est lequel ou lesquels peut-être les plus destructeurs quand on a des revenus qui fluctuent? Moi, je dirais déjà, le biais de négativité, c'est vraiment ce côté, ben, je vois tout en noir, en fait. C'est ça n'ira pas dans le bon sens. Là, ça va décliner, de plus en plus. Le contexte n'est pas aidant, l'IA ne va pas m'aider, on va sur la disparition. Donc bon, là, ça nous amène évidemment sur un terrain, anxiogène. C'est une Heu, forme de catastrophisme au final. totalement, totalement. C'est effectivement, ça vient vraiment beaucoup nous remuer. Ap Moi, en préparant l'épisode j'ai découvert un terme qui est plutôt, intéressant, c'est le terme de driver financier. Mmh. Donc quand je l'ai découvert, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette bestiole encore?» Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas comme, moi il y a quelques jours, un driver financier, c'est par exemple, il faut que tu sois parfaite. Typiquement, c'est ce type de phrase un peu pourrie qu'on se répète, tout au long de la journée, des injonctions qu'on a héritées de notre environnement familial, professionnel, heu, si vous y croyez de mémoire transgénérationnelle, enfin voilà et c'est des comme les biais cognitifs, c'est des phrases en fait qui vont, heu, matérialiser notre réalité d'une certaine façon. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant, Christelle, que, bah, tu nous parles un petit peu de ces drivers-là, si tu en as, quelques exemples au-delà du «sois parfaite», mais qui nous montrent, comment est-ce que ça impacte notre quotidien? Comment ça va se manifester dans notre activité? Les pièges que ça crée? Est-ce qu'on peut en sortir? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, en fait,
les drivers financiers en tant que tels, vraiment la liaison entre les 2 mots, ça n'était pas utilisé. C'était de mon côté, quand j'ai découvert le concept des drivers issus des travaux du psychologue américain Ty Keller, quand j'ai découvert le concept des drivers, je me suis dit: «Waouh, c'est tellement intéressant de comprendre qu'il y ait tous ces mécanismes inconscients qui se répètent, issus de notre enfance» et lui les a catégorisés, il les a on peut les personnifier, ouais. Donc moi, j'ai fait le lien avec l'argent et donc j'ai décidé de le rebaptiser driver financier. Alors très concrètement, en fait, il en existe 5. Alors je ne vais pas forcément te parler de tous, mais il y a sois parfaite, le fais des efforts, le sois forte, le dépêche-toi, qui reviennent très souvent. Donc alors, au niveau des personnes avec qui j'ai pu, déjà, travailler, le sois parfaite est très, très, on va dire dominant chez les femmes entrepreneurs notamment, mais chez les femmes tout court d'ailleurs. Il y a vraiment ce côté, je voilà, je me donne ce degré, ce niveau, cette exigence, en moi et aussi vers les autres, mais surtout en moi-même, en fait, hein, donc je suis vraiment je me juge beaucoup, je veux tout explorer, je veux tout comprendre avant de passer à l'action. Donc là, du coup, ce qui va se passer au niveau très concrètement de nos finances, c'est je ne vais pas me sentir suffisamment en confiance pour pouvoir agir et je vais passer à côté des opportunités. Voilà, donc il y a aussi quelque part beaucoup de culpabilité à se dire: «Je procrastine», mais parce que quelque part, c'est parce que j'ai voulu que tout soit parfait. Il y a le Mmh. fait plaisir que j'ai pas dit, je crois, tout à l'heure. Le fait plaisir, là, c'est typiquement des personnes qui seront, dans le côté, bon, très empathique, à faire plaisir effectivement à ses clientes, à ses prospects, mais certaines fois même trop. Donc très compliqué de fixer des prix, très compliqué de vendre forcément, puisque peur de décevoir, l'autre, peur d'être rejeté aussi du coup en retour, et se retrouver aussi à faire beaucoup de cadeaux, peut-être un peu trop et aux dépens du coup de la trésorerie de l'entreprise. Le dépêche-toi aussi revient, le dépêche-toi, c'est ce côté, bon, faut vite que je prenne des décisions, faut vite que j'y aille, je vais passer à côté d'une super opportunité. Voilà, typiquement, quand on te propose une formation avec un prix défiant toute concurrence qui se termine aujourd'hui, les personnes qui ont ce driver dépêche-toi, elles vont plonger là-dedans, en fait, parce qu'il y a tu vois, il y a ce timing, en fait, qui est adossé. Le fait des efforts, là, on est sur le côté très pénibilité. Les femmes aussi s'y retrouvent beaucoup, souvent donc héritées des aïeux, des grands-parents ou de parents qu'on a pu voir en train justement de 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 vivre, enfin de travailler durement. Donc là, très clairement pour ce profil-là, ça va être très compliqué d'accepter de percevoir des revenus de son entreprise s'il n'y a pas beaucoup de labeur derrière, s'il n'y a pas beaucoup de enfin, il faut forcément beaucoup cravacher pour pouvoir, du coup, avoir un chiffre d'affaires qui tient la route. Donc typiquement, pour ces entrepreneurs-là, si on leur parle de revenus passifs, ça va être un concept beaucoup plus difficile, même si évidemment on a envie de les avoir, mais il y a cette petite voix qui vient tout de suite dire: «Non mais c'est pas possible en fait, ça n'existe pas» et il faut vraiment énormément bosser, il faut vraiment échanger ton temps pour avoir, voilà, cet argent. C'est la fameuse phrase, «Il faut souffrir pour réussir». Exactement, exactement. Et alors, il y a ça et il y a cette phrase, elle est aussi valable pour le côté «sois forte». Donc ça, c'est le dernier driver, donc le côté robustesse. Là, c'est des femmes qui, et ça j'en connais beaucoup, beaucoup, qui là, encaissent beaucoup de choses sur les épaules, hein. Typiquement, voilà, c'est vraiment des femmes, warriors. Elles ont une vie de famille à gérer, les enfants, le boulot, peut-être même plusieurs boulots, mais j'encaisse, en fait et j'ai appris à encaisser jeune. J'ai vu mes parents, j'ai vu ma maman, alors typiquement, par exemple, avoir une maman solo qui a dû gérer beaucoup de choses dans sa vie. Voilà, de notre côté, on va l'hériter et se dire: «Bon, voilà, je c'est normal que j'encaisse les coups, c'est normal que, ça soit difficile quelque part», et quelque part, sans s'en rendre compte, on se complaît aussi dans cette dureté, en fait, de la vie. On se dit: «C'est normal, je viens presque chercher ça» et pour ces personnes-là, ça va être très compliqué de s'entourer, de demander de l'aide, du soutien auprès des autres parce que justement, il y a ce degré d'autonomie dans la vie
On m'a appris que je ne devais compter que sur moi-même. Tu vois? Ça, c'est typiquement une phrase qu'on est amené à se répéter. Donc c'est très intéressant de connaître ces drivers-là. Je reviens évidemment un peu plus dans le livre, hem, pour comprendre un petit peu ce qui va se jouer de façon parce qu'on parle beaucoup de, tu sais, de croyances financières, de Oui. limitantes, on parle de, voilà, d'inconscient, mais concrètement, comment je peux mettre des mots? Comment je peux comprendre ce qui se joue dans mon quotidien? Et je trouve que cet outil-là, parmi tant d'autres, évidemment, il en existe plein d'autres, mais quand je l'ai découvert, je me suis dit: «Là où on arrive à mettre des mots, on s'observe plus davantage, on peut même imaginer des personnes dans notre tête». Moi, j'ai fait le lien avec, par exemple, Monica Geller, dans la série Mmh. Friends et dans le côté «Sois parfaite». Donc c'est intéressant parce que là, tu vois, ça apporte un côté assez ça nous apporte un certain recul. Sans jugement, mais juste, voilà, nous observer et ensuite, dans un second temps, comprendre comment ça peut impacter nos finances. Et pour répondre à ta question, est-ce que du coup, c'est irrémédiable, on ne peut rien faire et cetera? Non, évidemment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces drivers, c'est autant d'avantages que d'inconvénients. Donc là, évidemment, j'ai dépeint un peu plus les côtés, les inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Moi, par exemple, j'adore travailler avec des personnes qui ont le driver soit parfaite parce qu'elles ont ce degré justement à savoir bien poser les choses, à investiguer à fond. Donc elles peuvent être très bonnes justement en plus en se complétant avec une autre personne qui, les sortira aussi un peu de ce côté, un peu perfectionniste. Mais tu vois, ça peut donner aussi des bons binômes. Je pense notamment les drivers dépêche-toi avec les drivers, sois parfaite, elles sont très, très bonnes du coup ensemble. C'est vraiment un très bon binôme. Le côté, sois forte, bah, justement, il y a aussi cet avantage d'être autonome. Et quand on est entrepreneur, ben, c'est ce on sait qu'on là, on est maître, hein, dans notre navire, donc C'est c'est une vraie important. ouais, c'est une vraie voilà, c'est vraiment important. Et du coup, quand on tu vois, quand on voit les choses d'une autre façon, quand on voit comment aussi on s'est construite, moi, je me suis rendu compte que j'ai ce driver soit forte aussi qui est très, très, prédominant chez moi et ça m'a aidée à développer mon matrimoine d'une aussi de façon autonome, en tout cas de me sentir autonome financièrement et du coup à enclencher aussi des placements en conséquence pour me dire: «Je ne veux dépendre de personne» et d'ailleurs, quand je t'ai parlé tout à l'heure de quand mes allocations, chômage sont terminées, à l'époque c'était, 2 ans, je me souviens précisément de ce moment, on était en novembre 2010, je crois et je me suis dit: «Là, le mois prochain, je ne touche plus rien». Je n'avais pas encore développé une vraie offre, en fait, en tout cas des revenus vraiment plus conséquents et je me suis dit: «C'est hors de question de demander de l'argent à mon mari. C'est hors de question de me sentir dépendante de lui. C'est hors de question de demander de l'argent à mes parents». Donc là, Mmh. tu vois, c'est venu me chercher ce driver Sois forte et à ce moment-là, en rien de temps, j'ai développé ma première offre d'accompagnement sur le sujet des investissements immobiliers et j'ai eu 3 4 clients d'un coup et qui m'a fait un très bon chiffre d'affaires et voilà, tu vois? Donc c'est ce que je veux partager, c'est que souvent quand on en prend on peut le comprendre aussi dans notre passé que ces drivers nous apportent autant d'avantages que des inconvénients. Le but du jeu, c'est évidemment de juste de les observer, de les comprendre, et d'en faire un atout. Il y a plusieurs choses que je retiens dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'on peut avoir plusieurs drivers à l'intérieur de nous, qui peuvent parfois se mettre des bâtons dans les roues, entre eux. Je retiens aussi que, ça peut être positif et ou négatif. Ça dépend, comment on voit son verre, hein, à moitié vide ou à moitié plein et j'avais, l'image alors pareil, les auditeurs, les auditrices, ils ont l'habitude, je cite des concepts, je ne retiens pas les noms des personnes qui émettent les concepts, mais je suis persuadée que vous allez savoir de quoi je parle. Il y a un schéma qui dit que, face à une situation compliquée, il y a 3 types de comportements. Il y a, le combat, on va au front, il y a la défense et il y a la fuite. Et en fait, en t'écoutant, j'ai vu ce schéma, se matérialiser devant moi et je me suis dit: «En fait, les drivers», par exemple le «Sois parfaite», qui va, occasionner notamment de la procrastination. Pour moi, c'est, typiquement, bah, en fait, ça frise la personne, ça la bloque, ça la paralyse alors que, bah, si tu la mets
dans un contexte avec une personne qui a un autre driver, qui va être complémentaire comme tu disais, bah, peut-être que toute seule elle est paralysée, mais avec un autre driver, dépêche-toi, il me semble que tu as cité, bah, dans ce cas, elle va pouvoir sortir de cette paralysie-là, passer à l'action et pouvoir capitaliser un petit peu sur son driver qui, bah, juste avant l'empêchait d'avancer. Exactement, ouais, totalement, c'est exactement ça. C'est pour certains et inversement pour d'autres comme par exemple le driver, dépêche-toi qui sera trop dans l'urgence en fait, dans un état de stress quand même assez élevé, aura aussi là du coup besoin d'avoir des personnes qui qui viennent apaiser les choses et qui lui permettent de prendre davantage de tu vois, de recul et d'éviter de se lancer, de se laisser embarquer par ses émotions. C'est intéressant aussi ce que tu disais, donc on a beaucoup parlé de business dans cet épisode, mais tu as parlé toi de ton matrimoine. Pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est le patrimoine, version féminin. Donc tu as parlé de ton matrimoine donc personnel, j'entends, et j'ai trouvé ça intéressant aussi de se dire qu'en fait là, le travail que, qu'on peut faire sur notre activité en se disant: «Bah, je vais développer une offre, je vais augmenter mon chiffre d'affaires, je vais peut-être diversifier mes revenus» et cetera. Ça va avoir un impact beaucoup plus large que simplement, la trésorerie qui est en train de se remettre, en état. Ça, c'est un tellement important pour moi. J'ai vite compris, les choses. En fait, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je me suis dit: je ne veux pas avoir toute cette pression financière que sur mon activité». C'est se mettre trop de pression. Je sais que enfin, en tout cas, je me doutais qu'en termes ensuite de créativité, de trouver l'élan pour mener cette activité qu'on est vraiment en train, pour la plupart, en train de créer de toutes pièces, bah, il faut nous laisser du temps, et pour se laisser du temps, c'est effectivement, encore une fois, avoir cette, bah, cette diversification. Alors j'ai rebaptisé ça les multi-revenus, en lien avec, encore une fois, le pour faire le clin d'œil aux multifacettes. Justement, nous soulager aussi notre famille, notre couple, pour se dire: «Bon, bah, si cette rentrée d'argent-là, est pour le moment, un peu en statu quo, on a d'autres sources de revenus, qui viennent, voilà, nous soulager». Enfin, pour moi, c'est hyper important et puis, il y a même un côté aussi, encore une fois, quand on aime créer, c'est voir aussi que, bah, tu vois, on se donne la possibilité d'avoir ouais, de créer d'autres activités rémunératrices. L'investissement immobilier, ça j'en parle souvent, bah, c'est une entreprise aussi qu'on crée. C'est une entreprise qu'on gère parce que derrière on a des partenaires, nos clients sont nos locataires, on fait du marketing avec nos annonces, donc c'est aussi une autre entreprise qu'on crée, d'autres sources de coûts, de revenus et c'est voilà, c'est très cohérent aussi de le faire quand on est à notre compte pour, encore une fois se donner cette ouais, cette souplesse. J'aime bien cette vision, de diversification de revenus, mais vu ça sous l'angle, on recrée un projet, on recrée une entreprise. Typiquement, moi, pour moi, investir dans l'immobilier, jamais je m'étais dit: «C'est une entreprise», au sens où on l'entend en tout cas, et de parler avec toi, je me dis: «Bah, en fait, si», parce que, bah, c'est du travail, hein, mine de rien. Quand on diversifie ses investissements, personnellement, je trouve que c'est intéressant de se dire: «Bah, en fait, c'est un projet». Un projet que je peux gérer tout aussi bien que je gère mon entreprise, parce qu'il va venir m'amener, peut-être un petit peu plus de confort, un petit peu plus de sentiment de sécurité à l'intérieur en me disant: «Bah, si là, par exemple, je tombe malade ou il y a un congé maternité ou autre et du coup je dois m'arrêter de travailler, bah, c'est pas parce que je m'arrête de travailler que mes revenus, eux, ils disparaissent dans la nature». Mais ça demande quand même un petit peu de travail de préparation. Alors et moi, j'ai envie de rajouter aussi quelque chose, c'est qu'on peut vraiment aussi trouver au-delà évidemment de cet enjeu financier en se lançant, par exemple, dans l'immobilier, dans l'investissement locatif. J'ai vite compris aussi que ça on pouvait forcément, évidemment, y mettre du sens. Heu, Moi, j'ai fait notamment de la location Airbnb, j'ai fait de la colocation, enfin, j'ai fait plein de choses, en fait, pour tester aussi, et les locations Airbnb
Je le fais depuis à peu près 10 ans et j'adore ça dans le sens où ça me permet de me connecter à des nouvelles personnes. Quand on a ce côté j'aime rencontrer, ce côté alors moi je suis une grande voyageuse donc quand j'accueille des personnes qui viennent de loin, du Japon, de la Corée ou peu importe, enfin, tu vois? Ça me nourrit et donc je suis contente aussi de le faire et encore une fois, il y a pas, tu vois, que l'aspect financier, il y a un côté voilà, ça vient aussi nourrir, mes valeurs et donc voilà, il y a ça et je pense là, j'ai l'image de mes enfants qui est arrivée. Je je le fait d'investir aussi en immobilier et de créer aussi mon entreprise, pour moi, ça faisait aussi partie de comme d'une éducation que je voulais transmettre à mes enfants. Éducation financière et de leur montrer que c'est possible de le faire, et à quoi ça sert et comment on le fait, comment on le gère. J'ai même impliqué à un moment donné, pas tout le temps, mais de temps en temps mes enfants pour, heu, un peu de ménage, tu vois? Ce genre de choses, montrer comment on peut déléguer. Donc c'est là aussi, quand on a, tu vois, cette valeur, familiale, c'est comprendre que ce type d'investissement, vient aussi, le nourrir d'une certaine façon. Ouais. Là, je pense aux personnes qui sont en train de nous écouter, qui peut-être n'ont pas de revenus, stables. Ça serait quoi, pour toi, la première chose à venir stabiliser? Est-ce que c'est de travailler sur l'argent ou est-ce que c'est de travailler sur la tête? Waouh! Moi je dirais les 2, mon capitaine. Alors en premier, du coup. Ah, bah, je dirais déjà en soi-même, en fait. Ça, j'en ai fait toute une partie dans mon livre, c'est, créer un socle intérieur stable. C'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'on se sente suffisamment en sécurité, en sérénité, même si à côté, c'est voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est plutôt la tempête. Mais nous, c'est de nous sentir nous-mêmes, là, ancrés, et bien quelque part. Donc c'est quelque part à arriver à cultiver son état de certitude, même si on évolue dans un contexte d'incertitude. Donc là, ça nous demande effectivement de travailler sur soi, de comprendre, moi, je sais que ce qui m'aide, c'est, toute la partie ça c'est je m'y intéresse énormément, toute la partie somatique, c'est-à-dire de travailler sur la régulation de son système nerveux, de revenir sur des pratiques corporelles. Donc quand on parle de ça, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque, le fait de sortir, chaque jour une promenade sans écran. Enfin, je suis là et je me fais confiance. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est aussi lâcher nos attentes par rapport à des revenus fixes et je rajoute aussi par rapport à aussi à un certain montant de chiffre d'affaires qu'on souhaite. Typiquement, je veux un chiffre d'affaires à six chiffres, par exemple. Je me suis fixé cette attente-là. Je sais pas d'où elle vient ou en général si, c'est en regardant les réseaux sociaux, en suivant tel ou tel coach et se dire: Mmh. «Bon, bah, voilà, grosso modo» et je l'ai vécu, hein, donc ce que je partage, encore une fois, moi, je me souviens que je me l'étais mis en fond d'écran en me disant: «Mon objectif est d'atteindre les 100 K». Je l'ai Donc fait aussi. mais il y avait pas de côté très concret, en fait. Est-ce que j'en avais vraiment besoin de ce chiffre-là, en fait? C'était effectivement beaucoup d'ego. Alors évidemment, on a envie d'avoir ces 100 je dis: «Ouais, t'inquiète pas, je vais les dépenser facilement». Mais est-ce qu'on en a réellement besoin déjà par rapport à notre vie quotidienne? Donc lâcher en fait, ce sont nos attentes qui nous font souffrir. Donc dès lors qu'on arrive à se lâcher de nos attentes, pardon, dès lors on lâche nos attentes par rapport à un revenu fixe ou en tout cas un certain montant, là, du coup, ça nous amène justement sur beaucoup de soulagement, beaucoup plus de sérénité et de se dire: «OK». Et le deuxième chose, c'est justement pour, lâcher nos attentes, financières, là, ça va être effectivement bah, se relier à nos chiffres. Donc à un moment donné, quand on fait l'autruche, comme moi aussi j'ai pu le faire pendant longtemps, quand je disais: cet objectif des 100 K, est-ce que j'en ai réellement besoin? OK. Et ben là, on va mettre les choses au clair. De la clarté découle la sérénité, c'est un mantra que j'ai eu il y a quelques années et ça ne me lâche pas depuis que je l'ai vraiment intégré. Quand on arrive à être au clair sur ces chiffres, on les pose, on voit, voilà ma vie, actuelle, de quoi j'ai réellement besoin, heu et à partir de là, quel est, bah, l'objectif à ce moment-là, mon objectif de chiffre d'affaires et de ma rémunération et à ce moment-là, c'est là aussi, c'est la 2e chose à activer, tu vois? C'est je prends les choses en main,
je vois mes chiffres tels qu'ils sont, je me fixe des nouveaux mes propres indicateurs, mes propres objectifs et à partir de là, qu'est-ce que je peux enclencher, mais qui me correspondent? Mmh. Hyper intéressant. L'exemple des 100 K, ça me parle tout particulièrement et depuis que je l'ai lâché, personnellement, je dors beaucoup mieux la nuit. Heu, parce que en fait, je me suis aperçue que c'est pas l'argent qui va nous faire nous sentir en sécurité. Preuve en est, quand je disais un petit peu plus tôt, il y a eu des mois où j'ai rentré beaucoup de chiffres d'affaires. Je me sentais pas plus en sécurité que les mois où j'en avais pas peu ou beaucoup moins en tout cas. Par contre, de venir bosser sur soi et moi je mettrais la tête en premier avant l'argent, tu vois? Bosser sur soi, sur son sentiment de sécurité, sur se dire que en fait, on a la capacité, on a les ressources de rebondir quoi qu'il se passe. Je trouve que c'est tellement plus apaisant, enfin moi en tout cas je suis fière quand je me dis ça, je me dis: «Bah, en fait là si, mon business se cassait la figure, bah, j'en recrée un autre. C'est pas grave. Ou je deviendrai salariée ou enfin, que sais-je?» Tu vois? Il y a toujours plein de solutions. Je trouve que c'est quand même, important d'aller travailler là-dessus. C'est pas simple, parce que ça demande, d'aller parler à nos chers petits drivers dont on parlait plus tôt. Mais ça fait une très, très grosse différence de retrouver en fait le vrai chiffre, celui dont on a besoin pour vivre. Heu, je dirais besoin, même envie, parce que si on est un peu ambitieux, on a envie de viser un petit peu plus, mais sans tomber dans de l'obsessionnel. Tu vois ce que je veux dire? Bon, totalement. Ouais, il faut absolument éviter justement de tomber sur parce que quand on est dans l'obsessionnel, c'est que là, on se met aussi beaucoup d'injonctions, de pression et ça n et du coup, on est dans une phase de contraction et c'est antinomique. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris il y a quelques années. Depuis, je le comprends tellement. On ne peut pas avancer à la fois depuis un espace de peur, de contraction, de manque et à la fois d'être dans cet espace d'expansion en fait, de création, tu vois? De joie. Ce n'est pas possible de le faire en même temps. Mmh. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on choisit en fait, hein? Et je rajoute aussi une chose, ce qui moi m'a aidé aussi, ça a été de faire l'exercice du pire scénario financier. J'ai fait cet exercice quand j'ai divorcé et où ça a été assez, subi, compliqué, déjà entrepreneur et je me suis dit: «Là, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver maintenant?» Et bon, en listant et en creusant vraiment ça, je me suis dit: «Bon, le pire pour moi, j'ai l'impression que c'est de me retrouver, sans toit, en fait». Ça, Mmh. je pense que ça fait forcément besoin tu vois, rappel à notre besoin fondamental, hein, d'avoir, ce un toit sur la tête et après en voyant aussi toutes les ressources qu'on peut activer si jamais, de façon temporaire, on n'a plus de toit, à pouvoir s'aider des proches notamment, on se dit: «OK, en fait, ça va. J'aurai suffisamment les ressources pour traverser cette période, compliquée soit-elle». Et là, ça rejoint ce que tu disais, ça soulage aussi parce qu'on se dit: «Même le pire est gérable». Ouais, effectivement. C'est une conversation qu'on pourrait avoir, je pense, pendant des heures parce que j'ai plein d'autres questions qui me viennent en tête. Mais du coup, si jamais vous voulez qu'on reprenne, la suite de notre conversation avec Christelle, bah, faites un maximum de bruit sur cet épisode. Moi, dernière question que j'ai pour toi, Christelle, c'est là, à travers l'épisode, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît et qui veut, continuer à creuser le sujet, par quoi il commence? J'allais dire, là, je vais faire la promo de mon livre, de lire mon livre. Sincèrement, c'est quelque chose qui est accessible déjà financièrement. C'est un livre, mais je trouve qu'un livre vaut tellement, en fait, en termes de on va dire de connaissances, de retours d'expérience, d'histoire aussi. Pour moi, j'ai intégré des histoires pour qu'il n'y ait pas que ma vision, il y ait aussi la vision, le parcours d'autres femmes, vers lesquelles, tu vois, on peut se rattacher, se dire: «Ouais, il y a eu telle personne qui a vécu, autant de difficultés et elle a réussi à voilà, à remonter la pente». Donc je dirais, alors au-delà de mon livre, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de s'entourer des bonnes personnes, de personnes qui vont nous permettre d'avoir tu vois, cette dose d'inspiration dont on a besoin quand on passe par des moments assez compliqués et encore une fois, se lâcher, vraiment se lâche on dit lâcher prise, mais encore une fois, je reviens sur ce côté, je lâche mes attentes et je lâche même mes attentes par rapport à l'entrepreneuriat.
C'est un sujet que j'aborde à un moment donné dans mon livre. Et si je reviens dans le salariat, est-ce que c'est OK? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce et pourquoi pas, en fait? Et c'est souvent d'ailleurs en acceptant que potentiellement il y a un nouveau cycle qui s'enclenche, qu'il y ait des nouvelles choses qui se présentent au sein même de notre business. Parce que là, du coup, on se met beaucoup moins encore une fois, de pression, d'injonction. Ça rejoint ce côté résilience en fait. On peut rebondir quoi qu'il se passe. Et ça veut pas dire que la situation sera pas difficile à vivre émotionnellement parlant, mais en tout cas, d'un point de vue logistique, pour reprendre une expression, de mon compagnon, les problèmes de logistique n'en sont pas vraiment, puisqu'il y a toujours des solutions. C'est clair. J'ai envie de rajouter quelque chose, Marine. Moi, c'est aussi on va dire une conviction intime, une vision, moi, qui ou en tout cas un mantra qui m'a beaucoup portée dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de ma vie. C'était «Tout contribue à notre plus grand bien». Hem, Quand on est convaincu de ça, quand on est convaincu que la vie n'est pas contre nous, mais la vie est avec nous et on co-crée beaucoup de choses ensemble et que tout va bien se passer, que même si là, le moment est compliqué, mais il y a forcément un sens et ça va nous aider à vivre des moments encore plus beaux et ça a été le cas avec mon divorce, même si sur le coup, je n'en comprenais absolument pas le sens. Mais ensuite, j'ai vu tellement enfin moi, ça m'a tellement apporté, ça m'a permis de développer encore plus mon autonomie financière, ça m'a permis au niveau de mon accompagnement, de m'orienter vers des femmes qui ont vécu tu vois, ce même, cette même période, donc de me connecter davantage. Donc, en tout cas, voilà, je vois que ça m'a énormément nourrie. Donc la vie, elle n'est pas contre nous, elle nous soutient et quand on a ça, cette conviction en soi, ça nous permet justement d'avancer, quels que soient les aléas. Génial, on va finir l'épisode là-dessus parce que c'est tellement bien que j'ai pas envie de rajouter quelque chose. En tout cas, comme d'habitude, les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, donc il y aura le lien pour retrouver le livre de Christelle, les réseaux sociaux bien évidemment, notamment LinkedIn. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à faire un maximum de bruit autour de cet épisode. Dites-nous ce que ça a réveillé chez vous, si l'épisode vous a parlé ou pas. Moi, c'est des sujets que j'adore, donc je pourrais faire toute une série dessus. Mais à vous de dire si c'est des sujets qui vous intéressent. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, pour ce joli moment, pour cette conversation hyper passionnante et pour tout ce que tu nous as partagé. Un grand merci. Bon, si tu dois retenir une chose de cette conversation, c'est probablement ça. Les montagnes russes financières sont pas toujours un problème à corriger, je sais. Comme ça, c'est très contre-intuitif. Mais bon, tu as écouté l'épisode, donc tu sais. Parfois, c'est une info, un signal, c'est une saison dans ton activité. Et parfois, oui, effectivement, c'est un système à stabiliser. Ce que j'aimerais te laisser pour terminer cet épisode, c'est 3 questions pour pousser ta réflexion un cran plus loin. Première question, est-ce que là, tu te sens dans un cycle ou est-ce que tu as l'impression que ton business est fragile par endroits? Question numéro 2, est-ce que tu cherches de la sécurité dans un chiffre, un montant de chiffre d'affaires par exemple ou de revenus, ou plutôt dans un socle, dans des fondations business? Et dernière question pour la route, c'est quoi la plus petite décision qui, là, tout de suite maintenant, peut te redonner de la clarté? Est-ce que c'est d'aller regarder tes chiffres? Est-ce que c'est de poser une limite, un cadre, une règle? Est-ce que c'est d'aller demander du soutien? Ou est-ce que, au contraire, c'est te lâcher la grappe et ralentir sans culpabiliser? Tu peux venir me partager ta décision sur LinkedIn ou sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi sur ce sujet qui est ô combien passionnant. Si cet épisode t'a parlé, il y a un endroit où on continue la conversation, en plus de LinkedIn et Instagram, c'est la newsletter Substack, que tu peux bien sûr recevoir dans ta boîte mail. J'y partage des coulisses, des prises de recul, des mini-exercices, des réflexions, des plans d'action pour construire un business qui te soutient et pas un business qui te roule dessus. Le lien est en description. Si, dernière chose, avant que j'oublie, si tu connais quelqu'un qui, lui ou elle aussi, vit un ascenseur émotionnel en mode je fais des gros mois, puis je fais des mois creux ou des mois à zéro, s'il te plaît, partage-lui l'épisode.
C'est un sujet que souvent on vit seul en silence, on culpabilise un peu de se dire: «Mince, j'arrive à faire des jolis mois» et puis, il y a des mois, un peu plus difficiles. Alors qu'en fait, il y a tellement de soulagement à se dire: «OK, je suis pas seule. Je compte sur toi et moi je te retrouve très vite dans un nouvel épisode de Work in Process».